Je m'appelle Alex. J'ai 30 ans. Et jusqu'à récemment, je pensais avoir les choses en main. Je travaille dans la construction, j'ai mon propre logement avec ma fiancée, Sarah. Rien de fantaisiste, mais c'est le nôtre. La vie était bonne. Simple. Le genre de bien où vous vous réveillez sans redouter le jour à venir. Mais laissez-moi revenir en arrière. Laissez-moi vous parler de mon père. Tom, c'était son nom. Tom Henderson. Ce n'était pas un homme riche ou un cadre d'entreprise. C'était un mécanicien. Il possédait un petit garage en bordure de ville. Le genre d'endroit où les gens connaissaient réellement votre nom, où il réparait votre voiture et vous facturait juste, même si vous manquiez d'argent. Surtout si vous manquiez d'argent. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Un cancer. Je me souviens à peine de son visage maintenant, ce qui me tue à sa manière. Mais je me souviens de papa. Je me souviens de tout de lui. Il m'a élevé seul. Pas de nounou, pas d'aide. Juste lui et moi contre le monde. Il m'a appris à changer l'huile quand j'avais 10 ans, à donner un coup de poing quand j'avais 12 ans, à traiter les gens avec respect quand j'avais 15 ans. Nous étions une équipe. C'est ce qu'il disait toujours, une équipe. Même après que j'ai déménagé, même après que j'ai rencontré Sarah et eu mon propre logement, nous nous parlions chaque semaine, parfois 2 fois par semaine, il m'appelait, me racontait un client qui avait essayé de discuter une facture ou une voiture ancienne qui était passée par l'atelier. Je lui racontais le projet sur lequel je travaillais, la maison que nous encadrions ou le toit que nous réparions. Nous étions proches, très proches. Puis, il y a environ 3 ans, il a rencontré Véronica. J'aurais dû le voir venir. J'aurais dû le savoir. Mais quand votre vieil homme a été seul pendant plus de 20 ans, quand vous le voyez sourire pour la première fois depuis toujours, vous ne posez pas de questions. Vous voulez juste qu'il soit heureux. Véronica avait 35 ans, blonde, jolie de cette façon qui fait penser aux couvertures de magazines et aux parfums chers. Elle riait à toutes ses blagues. Elle touchait son bras quand elle parlait. Elle le regardait comme s'il avait décroché la lune. Papa était fou d'elle. Il s'illuminait quand il parlait d'elle, comme un adolescent avec son premier coup de foudre. C'était bizarre de le voir comme ça, mais aussi une sorte de beauté, vous savez? Je voulais qu'il ait ça après toutes ces années passées seul à réparer des voitures et à vivre dans cette même maison où maman était morte. Je voulais qu'il ait quelque chose de bien. Sarah était sceptique dès le premier jour. Je me souviens de la première fois que nous avons tous dîné ensemble. C'était chez papa, la maison où j'ai grandi. Papa avait nettoyé toute la maison, ce qu'il ne faisait jamais. Il était nerveux, ne cessait de vérifier sa montre, de redresser la nappe. Quand Véronica est arrivée, elle a apporté des fleurs et une tarte maison. Aux pommes, la préférée de papa. Elle était parfaite. Trop parfaite. Nous étions assis autour de cette vieille table en chêne dans la salle à manger, celle qui avait appartenu à mon grand-père. Véronica racontait des histoires sur son enfance en Californie, sur sa courte carrière d'organisatrice d'événements, sur la façon dont elle avait toujours voulu trouver un homme bien et s'installer. Elle disait tout ce qu'il fallait dire, riait au bon moment. À un moment donné, elle a parlé de sa jeunesse, comment elle avait fait partie d'une troupe de théâtre au lycée, comment elle avait ce talent de pleurer sur commande. Elle a dit qu'elle pensait juste à quelque chose de triste comme un chiot mort ou une rupture, et boum, des larmes instantanées. Elle l'a démontré là, à table. Les larmes coulaient sur ses joues, puis s'arrêtaient comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Juste comme ça, papa a ri. Il a trouvé ça hilarant. Il a dit quelque chose comme « Eh bien, maintenant tu joues le rôle principal de ma reine ». Il rayonnait. Absolument rayonnant. Sous la table, Sarah m'a donné un coup de pied au tibia. Je l'ai regardée. Elle ne souriait pas. Elle s'est penchée et a murmuré à mon oreille si doucement que je l'ai à peine entendue. Elle ne plaisante pas. Elle s'entraîne sur lui. J'ai balayé ça du revers de la main. Je pensais que Sarah était paranoïaque, peut-être un peu jalouse que papa ait trouvé quelqu'un. Je lui ai serré la main sous la table et je lui ai lancé un regard qui disait « Donne-lui une chance ». Mais Sarah a continué à observer Véronica toute la nuit. La façon dont elle touchait l'épaule de papa. La façon dont son sourire disparaissait la seconde où il détournait le regard. La façon dont elle jetait un coup d'œil à son téléphone quand elle pensait que personne ne la regardait.
Après le dîner, alors que nous rentrions en voiture, Sarah a dit, c'est un plan, elle est trop gentille. C'est un masque. Quelque chose ne va pas avec elle. Je lui ai dit qu'elle réagissait de manière excessive. Je lui ai dit, papa mérite d'être heureux. Je lui ai dit de laisser tomber. J'avais tort. Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Petite cérémonie, juste quelques amis, rien de fantaisiste. Papa ne voulait pas de chichi. Véronica a emménagé dans la maison. Elle a redécoré, jeté un tas de vieilles choses, apporté de nouveaux meubles. Elle a dit qu'il était temps de prendre un nouveau départ. Papa n'a pas discuté. Il voulait juste qu'elle soit heureuse. Pendant les 2 ans et demi suivants, tout semblait aller bien. Je passais à la maison toutes les 2 semaines. Véronica était toujours agréable, toujours souriante, jouant toujours le rôle d'une épouse dévouée. Elle préparait le déjeuner, posait des questions sur mon travail, complimentait les cheveux ou les boucles d'oreilles de Sarah. Elle était douée, vraiment douée. Mais Sarah ne s'est jamais réchauffée à elle. Elle restait polie. Certes. Mais dès que nous partions, elle disait la même chose à chaque fois. Il y a quelque chose d'étrange chez elle. Je ne lui fais pas confiance. J'aurais dû l'écouter. Il y a 3 mois, j'ai reçu l'appel. Il était 4 heures du matin. Mon téléphone a sonné et je l'ai su. Avez-vous déjà reçu un appel à 4 heures du matin? Vous savez juste que c'est mauvais. C'était Véronica. Elle pleurait, sanglotait. En fait, elle pouvait à peine prononcer les mots. Cet homme. Il est parti. Crise cardiaque. L'ambulance a essayé, mais il n'a pas survécu. Je ne me souviens pas du trajet jusqu'à l'hôpital. Je ne me souviens pas m'être garé. Je ne me souviens pas avoir traversé ces portes automatiques. Je me souviens juste d'être resté là, dans ce couloir froid et stérile, fixant un médecin qui me disait que mon père était mort. Infarctus massif, aucun signe avant-coureur, rien que quiconque n'aurait pu faire. Il avait 58 ans. Les funérailles eurent lieu une semaine plus tard. C'était un jour gris. Le genre de jour où le ciel semble peser sur vous. Froid. Tout semblait froid. Il y avait beaucoup de monde. Des clients du garage, des voisins, de vieux amis. Papa était aimé. Vraiment aimé. Les gens n'arrêtaient pas de venir me voir, de me serrer la main, de me dire à quel point ils étaient désolés. À quel point Tom était un homme bon. À quel point il les avait aidés quand ils en avaient eu besoin. Et Véronica. Oh mon Dieu. Véronica a fait son numéro. Elle portait tout en noir, un voile sur son visage. Elle pleurait à grands sanglots, des sanglots qui résonnaient dans le cimetière. Elle se drapait sur le cercueil comme dans un film. Les gens lui tapotaient l'épaule, lui murmuraient des mots de réconfort. Pauvre femme, si jeune pour être veuve. Je restais là, engourdi. Et puis j'ai vu quelque chose. Il y eut ce moment, juste un éclair d'une seconde, quand la foule bougea. Les gens se détournèrent pour parler entre eux, pour prendre des mouchoirs, pour regarder les fleurs, et Véronica se redressa. Elle retira son voile, essuya son visage avec sa main, et ses yeux étaient complètement secs. Pas une larme, pas même une tache de mascara. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que personne ne la regardait. Et puis je la vis se pencher vers ce grand homme en costume coûteux. Je ne le reconnus pas. Il se tenait un peu à l'écart, les mains dans les poches, l'air ennuyé. Elle lui murmura quelque chose. Il hocha la tête. Puis elle remit son voile et recommença à sangloter. C'était comme regarder quelqu'un actionner un interrupteur. Et c'est là que j'ai compris. Ce dîner il y a 3 ans, elle parlant de la troupe de théâtre, pleurant sur commande, papa riant, Sarah me murmurant à l'oreille. Elle s'entraîne sur lui. Oh mon Dieu. Ce n'était pas du chagrin. C'était une performance. Elle jouait la comédie. Elle avait joué la comédie tout le temps. J'ai eu la nausée. Je voulais crier. Je voulais la prendre par les épaules et la secouer et exiger de savoir à quoi diable elle jouait, mais je ne pouvais pas bouger. Je suis resté là, figé, la regardant jouer la veuve éplorée pour un public qui s'en régalait. Sarah me serra la main. Elle l'avait vu aussi. Elle n'a rien dit.
Elle n'avait pas besoin de le faire. La lecture du testament eut lieu 2 semaines plus tard. L'avocat de papa, un certain Ed, qui le connaissait depuis des années, m'appela dans son bureau. Un petit endroit, qui sentait le vieux papier et le café rance. Véronica était déjà là, assise sur l'une des chaises en face du bureau d'Ed, portant des lunettes de soleil à l'intérieur. Le chic de la veuve du matin, je suppose. Ed semblait mal à l'aise. Il ne cessait de s'éclaircir la gorge, de remuer des papiers. Il lut le testament à haute voix. C'était court, concis. Tout, la maison, le garage, les économies, le camion, tout allait à Véronica. Tout à moi. Il me laissa la vieille Jeep que je conduisais au lycée et une boîte à outils du garage. C'était tout. Je suis resté assis, fixant Ed, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Je lui ai demandé, « Es-tu sûr? Il a vraiment écrit ça? » Parce que ça n'avait aucun sens. Papa et moi étions proches. Nous étions une équipe. Il ne m'aurait pas évincé comme ça. Ed me regarda avec ses yeux tristes et fatigués. Il dit, « Oui, c'était légitime. Signé et notarié il y a 6 mois. Juste après qu'il ait épousé Véronica. 6 mois. » J'ai regardé Véronica. Elle avait ce petit sourire sur son visage. Pas grand, juste un petit rictus au coin de sa bouche. Et elle n'a pas dit un mot. J'ai parlé à Ed après le départ de Véronica. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose que je pouvais faire, si nous pouvions contester. Il a dit que je pouvais essayer, mais que ce serait coûteux et que le testament semblait solide. Il a aussi dit autre chose. Quelque chose qui m'est resté en tête. Il a dit, « Ton père est venu mettre à jour son testament il y a environ 1 an, il voulait te laisser la maison et partager le reste. Puis, il y a 6 mois, il est revenu, a tout changé. Il a dit que Véronica était sa femme maintenant et qu'une femme devrait tout hériter. Ed a dit qu'il avait essayé de le dissuader. Suggéré de me laisser au moins quelque chose de plus, mais ton père n'a pas cédé. Il avait l'air troublé en me racontant ça, comme s'il n'y croyait pas non plus. Puis il hésita, se pencha en avant, baissa la voix comme si quelqu'un pouvait l'écouter. Ton père semblait absent ce jour-là, Alex. Distrait, il ne cessait de se frotter les tempes comme s'il avait une migraine. J'ai suggéré qu'il devrait peut-être attendre. Y réfléchir. Mais il a juste secoué la tête et a signé rapidement comme s'il voulait en finir. Elle fit une pause, jeta un coup d'œil par la fenêtre, puis de nouveau à moi. Et quand il est parti, j'ai regardé sur le parking. Véronica était assise dans la voiture, moteur en marche, juste assise là à regarder la porte, attendant. Il n'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. La façon dont il me regardait, je savais ce qu'il essayait de me dire sans le dire à voix haute. J'ai quitté ce bureau, je suis allé à mon camion et je suis resté là sur le parking pendant 1 heure. Juste assis là à ne rien fixer. Sarah m'a trouvé là quand elle a fini le travail. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle est juste montée sur le siège passager et m'a tenu la main. J'ai finalement dit à voix haute. Elle l'a empoisonné contre moi. Elle l'a convaincu de changer le testament. Sarah hocha la tête. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait? Elle me serra plus fort la main. On se bat. Alors, j'ai engagé un avocat, dépensé $3000 que je n'avais pas pour un type qui a promis qu'il examinerait la question. Il a déposé une contestation, alléguant une influence indue, une possible contrainte. Nous avions un dossier, a-t-il dit. Pas une victoire facile, mais nous avions une chance. 2 semaines plus tard, la réponse de Véronica est arrivée. Elle avait aussi engagé un avocat. Un vrai avocat, le genre avec un bureau d'anglais et une réputation. Son nom était Richard. Je n'oublierai jamais d'être entré dans cette salle d'audience. Elle était petite, juste une audience en fait, mais elle semblait immense. Véronica était déjà assise à la table de la défense dans une robe noire, la veuve éplorée. Et puis son avocat est entré, Richard, grand, la quarantaine, cheveux lissés en arrière, costume coûteux qui coûtait probablement plus cher que mon camion. Et mon sang s'est glacé parce que je l'ai reconnu. C'était un type du cimetière. Celui en costume coûteux, debout sur le côté. Celui à qui elle chuchotait tout en faisant semblant de pleurer sur le cercueil de mon père.
Ils se connaissaient avant même la mort de papa. Peut-être bien avant. J'ai attrapé le bras de mon avocat et je lui ai dit. C'est le type des funérailles. Il était là. Ils étaient ensemble. Mon avocat a juste hoché la tête lentement, a pris des notes, mais je pouvais le voir dans ses yeux. Il savait ce que je savais. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était planifié. Mon avocat était bon, mais Richard était un requin. Le genre de type qui sourit avec ses dents, mais pas avec ses yeux. Il a démoli tous les arguments que nous avons avancés. Il avait des documents. Il avait des témoins qui disaient que papa était sain d'esprit. Il avait des horodatages et des emails et des relevés montrant que papa avait initié le changement de testament lui-même. Et puis pendant une pause, je les ai vus. Richard et Véronica debout dans le couloir. Il s'est penché, lui a dit quelque chose à l'oreille. Elle a souri, puis il a posé sa main sur le bas de son dos. Très décontracté, très familier. Ils étaient ensemble. Ils avaient été ensemble tout le temps. Nous avons perdu. Le juge a statué en faveur de Véronica. Le testament a été maintenu. Tout lui appartenait. Mon avocat a dit que nous pouvions faire appel, mais que cela coûterait 15 000 $ de plus, peut-être plus, et que nous perdrions probablement encore. Je n'avais pas 15 000 $. J'avais déjà vidé mes économies pour en arriver là. Sarah et moi étions en retard sur le loyer. Nous avions accumulé des dettes de carte de crédit. Nous nous noyions. Je n'avais plus rien pour me battre. Véronica est sortie de cette salle d'audience avec Richard à ses côtés. Elle ne m'a même pas regardé. Elle est juste passée devant moi. Il cliquait sur le carrelage comme si je n'existais pas. J'ai passé les 2 mois suivants dans un brouillard. Je suis allé travailler. Je suis rentré à la maison. Je fixais la télévision. Sarah a essayé de m'en sortir, mais je n'arrivais pas à m'en débarrasser. La colère, l'incrédulité, le sentiment accablant d'avoir été volé de quelque chose qui n'était même pas une question d'argent. C'était à propos de mon père, de sa mémoire, de la vie que nous avions eue ensemble, et du fait qu'elle avait tout pris et l'avait transformé en quelque chose de laid. Je pensais que c'était ça. Je pensais avoir perdu. Et c'était la fin de l'histoire. Puis, un après-midi, mon téléphone a sonné. Un numéro connu. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. C'était Véronica. Elle n'a pas perdu de temps en politesse. Elle a juste dit d'une voix froide et monocorde, « Je vends la maison. Je dois vous demander de venir récupérer vos affaires. Si vous ne le faites pas, j'appelle une entreprise de débarras pour tout emporter. » J'ai demandé quand, elle a dit, « Ce week-end, samedi matin. Soyez là avant 9 h ou ne vous dérangez pas. » Puis elle a raccroché. Je suis resté là, fixant mon téléphone. Sarah était dans la cuisine. Elle m'a regardé, a vu mon visage et a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a dit, « Allons chercher tes affaires, et voyons ce qu'elle jette d'autre. » Le samedi matin arriva trop vite. Je me suis réveillé à 6 h, je ne pouvais de toute façon pas dormir. Sarah était déjà réveillée, assise à la table de la cuisine avec son café, fixant le vide. Elle me regarda quand j'entrai, ne dit rien, se contenta de hocher la tête. Nous savions tous les deux ce qu'était aujourd'hui. Le trajet jusqu'à la maison de papa dura 20 minutes. Avant c'était 15, mais je roulais lentement. Je procrastinais, je suppose. Sarah était assise sur le siège passager, silencieuse, sa main reposant sur la mienne de temps en temps. Elle savait que je me noyais. Elle me regardait me noyer depuis 2 mois. Quand nous avons tourné sur Maple Street, je l'ai vue. Le panneau à vendre, grand, professionnel, juste là dans le jardin de devant comme une gifle. Century 21. Prix demandé 1,2 million de $. 1,2 million de $. Je me suis garé sur le côté et je suis resté là une seconde, moteur au ralenti, fixant ce panneau. Cette maison. La maison où j'ai grandi. La maison où papa m'a appris à faire du vélo. Où nous prenions le petit déjeuner de Noël chaque année. Où maman est morte et maintenant elle avait un prix. Sarah me toucha le bras. On devrait y aller. Oui. Oui, on devrait. Il pleuvait.
bien sûr, il pleuvait. Pas fort. Juste cette bruine froide et misérable qui vous transperce la veste et rend tout pire que ce que c'est déjà. Le genre de pluie qui vous coule dans le col, le long du cou, et reste là. Je suis descendu du camion, j'ai remonté l'allée, et c'est là que je l'ai vu. Le tas, juste là sur l'asphalte mouillé sous la pluie. Un tas de choses juste jetées par terre comme des ordures. Des cartons, des vêtements, des outils, des cadres photos, mes vieux annuaires de lycée, les bottes de travail de papa, tous à jeter, trempés. Et au milieu de tout ça, la table de grand-père. C'était cette grande table à manger en chêne massif qui était dans notre famille depuis des décennies. Mon grand-père l'avait fabriquée lui-même dans les années 50. Elle était lourde comme l'enfer, en bois foncé, d'un magnifique artisanat. Papa passait sa main dessus et disait qu'elle était faite pour durer éternellement. Et la voilà, assise sous la pluie, l'eau s'accumulant à la surface, la finition commençant déjà à s'écailler et à cloquer à cause de l'humidité. Je suis resté là, fixant. Sarah est venue à côté de moi, a vu la table, et j'ai entendu son souffle se couper. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle. La porte d'entrée s'ouvrit. Véronica sortit sur le porche. Elle portait un jean de créateur et un pull blanc, les cheveux tirés en arrière en queue de cheval. Elle avait l'air agacée, comme si tout cela était un inconvénient. Elle me regarda le tas, puis de nouveau moi. « Tu es en retard » dit-elle. Je t'ai dit 9 heures. Il était 8h55. Je ne répondis pas. Je me contentais de marcher jusqu'à la table, de poser ma main sur la surface mouillée. Le bois était froid, glissant, ruiné. Je la regardais. Tu as jeté la table dehors sous la pluie. Elle haussa les épaules. Je suis en train d'aménager la maison. J'ai commandé de nouveaux meubles d'Italie. Ce vieux truc ne correspond pas à l'esthétique. J'ai senti quelque chose se briser en moi. C'était la table de mon grand-père. Papa aimait cette table. Elle roula des yeux. Elle roula vraiment des yeux. C'est juste des meubles, Alex. Et techniquement, ce sont mes meubles. Tout dans cette maison est à moi. Si tu le veux, prends-le. Sinon, l'entreprise de débarras vient lundi. Sarah s'avança et je pouvais dire qu'elle était sur le point de dire quelque chose. Mais alors la porte s'ouvrit à nouveau et Richard sortit. Il tenait une tasse de café. Décontracté, à l'aise, comme s'il était chez lui. Il portait un pull et un pantalon kaki, pieds nus. Il avait l'air de s'être juste réveillé dans la maison de mon père, peut-être dans les vêtements de mon père. Je ne sais pas. Mais il était là. Il sourit à Véronica, lui tendit le café, puis me remarqua, debout sous la pluie. « Aube » dit-il. « Vous devez être Alex. » Il n'a pas proposé de me serrer la main, il est juste resté là sur le porche sec, me regardant comme si j'étais un domestique. Véronica sirota son café. Elle jeta un coup d'œil à Richard. Il posa sa main sur le bas de son dos, très décontracté, familier. Et c'est là que j'ai su avec certitude qu'ils avaient été ensemble tout le temps, du vivant de papa. Peut-être même avant qu'ils ne se marient. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était à propos d'eux. Ensemble, ils prenaient mon père pour un idiot. Richard regarda le tas d'affaires sur l'allée. « Vous devriez probablement vous dépêcher, dit-il, on dirait que la pluie ne va pas s'arrêter. » Il le dit avec un petit sourire narquois, comme s'il appréciait la situation. Véronica rit. Rit vraiment. Et je suis resté là, trempé, froid, à les regarder tous les deux, debout dans l'embrasure de la porte de la maison de mon père. Sarah m'a attrapé le bras. « Allons juste chercher les affaires et partons, dit-elle doucement. » Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Si j'ouvre la bouche, je ne sais pas ce qui aurait pu en sortir. Alors, je me suis juste retourné et j'ai commencé à charger le camion. La table était la première. Elle était lourde, gorgée d'eau. Le bois avait gonflé à cause de la pluie et je pouvais à peine la saisir. Sarah a aidé, mais il nous a quand même fallu 10 minutes pour la hisser dans la benne de la Jeep. Mes mains étaient gelées. Mon dos me faisait mal. Mon jean était trempé. Tout le temps, je les entendais sur le porche parler, rire. Richard a dit quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Et Véronica a ri à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil en arrière une fois,
je l'ai vu l'embrasser là, sur le porche, devant moi, comme si je n'existais pas, comme si papa n'avait jamais existé. Nous avons chargé le reste des affaires, des cartons d'outils, de vieux vêtements, quelques albums photos déjà abîmés par la pluie, une lampe cassée, une boîte de DVD que personne ne voulait. C'était de la ferraille. C'est ce que j'ai ressenti. Toute mon enfance réduite à de la ferraille sur une allée. Quand nous avons eu fini, j'ai fermé le haillon, je suis resté là une seconde, regardant la maison une dernière fois. Véronica était toujours sur le porche. Elle a fait un signe de la main, pas un signe amical, un signe de renvoi, comme si elle disait « D'accord, c'est bon. Tu peux partir maintenant. » Je suis monté dans le camion. Sarah est montée à côté de moi. Aucun de nous n'a dit un mot. Je suis parti. Nous ne sommes pas rentrés chez nous. Notre appartement était petit. Exigu. Nous louions un appartement d'une chambre dans le nord de la ville, et il était à peine assez grand pour nous, encore moins pour une table en chaîne géante et un tas de cartons. Alors, j'ai conduit jusqu'au garde-meuble. Enfin, pas un garde-meuble, le garage de mon ami Jake. Jake et moi sommes allés au lycée ensemble. Il possédait une petite maison avec un garage pour 2 voitures, et il me laissait utiliser la moitié gratuitement depuis que je l'avais aidé à construire une terrasse l'été dernier. Le garage était froid, sol en béton, pas de chauffage, mais il était sec et gratuit. Je me suis garé, j'ai déverrouillé la porte latérale, et nous avons commencé à décharger. La table était un cauchemar à déplacer. Elle était devenue encore plus lourde avec toute l'eau qu'elle avait absorbée. Sarah et moi avons eu du mal à passer par la porte étroite, raclant le cadre, la faisant presque tomber 2 fois. Au moment où nous sommes entrés et l'avons posée au milieu du sol, je transpirais malgré le froid. Nous avons apporté les cartons, les avons empilés contre le mur. Tout le temps, je sentais ce poids dans ma poitrine, comme si je ne pouvais pas respirer, comme si j'étouffais sous l'injustice de tout cela. Quand nous avons eu fini, Sarah m'a regardé. « Tu vas bien ? » « Non. » Elle hocha la tête, n'insista pas, resta juste là avec moi dans ce garage froid, fixant la table. Nous l'avons laissé là, nous sommes rentrés. J'ai pris une douche chaude et j'ai essayé de me débarrasser du froid, de la pluie et de la colère, mais ça n'a pas marché. Rien n'a marché. Pendant les 2 semaines suivantes, je ne suis pas allé près de ce garage. Je n'ai pas pensé à la table. Je n'ai pas pensé à la maison de papa, ni à Véronica, ni à Richard, ni à rien de tout ça. Je suis juste allé travailler, je suis rentré à la maison et j'ai essayé de garder la tête hors de l'eau. Mais les factures n'arrêtaient pas d'arriver, les relevés de cartes de crédit, les avis de recouvrement. Nous nous noyions sous les dettes dues aux frais juridiques. Et chaque fois que j'ouvrais le courrier, ça me donnait un autre coup de poing dans l'estomac. Sarah couvrait une plus grande partie du loyer, faisait des heures supplémentaires à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière. Elle ne se plaignait pas, mais je pouvais voir que ça la rongeait. L'épuisement, le stress, et je ne pouvais rien y faire. 3 semaines après avoir récupéré la table, je me suis retrouvé de nouveau dans le garage de Jake. Il était tard, peut-être 22 heures. Je ne pouvais pas dormir, pas rester immobile. Alors, j'ai roulé jusqu'à là, j'ai déverrouillé la porte, et je suis resté là, à fixer la table dans la faible lumière d'une seule ampoule suspendue au plafond. Elle avait séché depuis. La surface était déformée par endroits. La finition était ruinée. Il y avait des taches d'eau et des fissures dans le bois. Ça avait l'air horrible. Je m'y suis approché, j'ai passé ma main sur la surface. Elle était rugueuse, abîmée, tout comme moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être la colère. Peut-être le chagrin. Peut-être que j'avais juste besoin de casser quelque chose. Mais j'ai regardé cette table et j'ai pensé, à quoi bon ? Pourquoi la gardais-je ? Des souvenirs. Des souvenirs d'un homme qui m'avait exclu de son testament. Des souvenirs d'une famille qui n'existait plus. Je devrais juste m'en débarrasser, la couper en morceaux, la brûler, la transformer en bois de chauffage et oublier qu'elle ait jamais existé. J'ai ouvert l'un des tiroirs où j'ai essayé. Il était coincé, gonflé par l'eau. J'ai tiré dessus fort et il a finalement glissé avec un crissement de bois sur bois. À l'intérieur, il y avait des vieilleries, de vieux reçus, des trombones, des élastiques, de la poussière, des toiles d'araignée, des décennies de bric-à-brac accumulés que personne n'avait jamais nettoyés. J'ai tiré le tiroir à fond,
j'ai vidé le contenu dans un sac poubelle. Puis j'ai tiré le suivant. La même chose, d'autres vieilleries. Le tiroir du bas était le pire. Il était coincé solidement. J'ai dû vraiment tirer dessus. Et quand il a finalement cédé, il m'a presque renversé. Plus de vieilleries. Mais au fond, il y avait ce vieux morceau de papier sale tapissant le tiroir. Je l'ai attrapé et j'ai tiré. Il s'est déchiré en morceaux, cassant et sale. J'étais sur le point de le jeter dans le sac poubelle quand j'ai remarqué quelque chose. Le fond du tiroir semblait étrange, trop haut, comme s'il y avait un espace en dessous qui ne devrait pas être là. J'ai passé mes doigts le long du bord, j'ai senti la couture. J'ai pris un tournevis de l'établi de Jacques et je l'ai calé sous le coin du faux fond. Le bois a grincé. J'ai forcé davantage et soudain, toute la pièce de contreplaqué a sauté. En dessous se trouvait une cavité, un espace caché, et à l'intérieur de cet espace se trouvait une grande enveloppe plate, vieille, faite d'une sorte de papier épais et huilé, brun, taché, mais intact. Je l'ai fixée une seconde, puis je l'ai sortie. Elle était lourde, plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être pour du simple papier. Je l'ai retournée dans mes mains. Il n'y avait aucune écriture dessus, aucune étiquette, juste cette vieille enveloppe que quelqu'un avait cachée au fond d'un tiroir des décennies auparavant. Je l'ai ouverte avec précaution. Le rabat était rentré, non scellé. À l'intérieur se trouvaient des feuilles de papier, du papier épais, plié. J'en ai sorti une et je l'ai dépliée. Elle était grande, peut-être 3 pieds sur 2, couverte de lignes, de textes et de dessins. Une carte, vieille, vraiment vieille. Et puis j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. Sarah. Elle tenait 2 tasses de café de la station-service en bas de la rue. Elle me regarda la table, l'enveloppe dans ma main. Je pensais que tu serais là, dit-elle. Tu vas bien? J'ai trouvé quelque chose. Elle s'approcha, me tendit l'un des cafés, et regarda la feuille que je tenais. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Elle posa son café et me prit la feuille, la levant à la faible lumière de l'ampoule du plafond. Elle plissa les yeux, la retourna, puis se dirigea vers l'établi où Jake gardait une lampe et l'étala sous la lumière. Alex, viens ici. Je m'approchai, regardai le papier. C'était une carte, mais pas comme n'importe quelle carte que j'ai jamais vue. Les continents étaient étrangement formés. L'Europe et l'Afrique à droite. Et sur le côté gauche, cette bande de terre étroite, étrange, incomplète, comme si celui qui l'avait dessinée devinait. Il y avait du texte partout. Du latin, une vieille écriture, des bordures décoratives. Et puis Sarah désigna quelque chose dans le coin inférieur gauche. Là, regardez-je, un mot écrit en lettres ornementales. America. Les mains de Sarah tremblaient légèrement alors qu'elle tenait le bord du papier. Alex, ce n'est pas une reproduction. Regarde la texture. Regarde la façon dont l'encre se dépose sur le papier. C'était imprimé à la main. C'est original. Je l'ai fixé, l'encre décolorée. Les étranges proportions des continents. Les mots latins que je ne pouvais pas lire. Qu'est-ce que tu dis? Elle replia soigneusement la feuille et regarda l'enveloppe. Il y avait d'autres feuilles à l'intérieur. Elle les sortit une par une, 12 au total, toutes de la même taille, toutes couvertes de cartes, de textes et d'illustrations. Je dis que ça pourrait valoir quelque chose, dit-elle doucement. Je ne sais pas quoi, mais il faut montrer ça à quelqu'un qui sait. Comme qui? Elle réfléchit une seconde. Marc, ton ami Marc, le professeur d'histoire. J'ai failli rire. Marc était un gars avec qui j'étais allé à l'université pendant exactement un semestre avant que j'abandonne pour aider papa au garage. Il a fini par obtenir un doctorat en histoire et enseignait maintenant au collège communautaire. Nous prenions encore parfois une bière. C'était un bon gars. Un nerd, mais un bon gars. Tu penses que Marc va s'intéresser à une vieille carte au hasard? Sarah me regarda. Me regarda vraiment. Alex, souviens-toi. Où exactement ton grand-père a-t-il eu cette table? Ton père l'a-t-il déjà dit? Je fronçai les sourcils, essayant de me souvenir à travers le brouillard du chagrin et de l'épuisement. Oui. Oui. Papa racontait toujours cette histoire. Grand-père l'a achetée lors d'une vente aux enchères dans les années 60, sur la colline. Cette grande maison coloniale.
Un vieux type allemand déménageait dans une maison de retraite et sa famille vendait tout. Grand-père a eu la table pour $50 parce que personne ne voulait la descendre les escaliers. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Un Allemand dans les années 60. Oui. Pourquoi? Elle regarda la carte étalée sur l'établi, puis de nouveau moi. Alex, et s'il n'avait pas juste vendu la table? Et s'il avait caché ça avant de partir? Et s'il l'avait ramené d'Europe après la guerre et n'avait jamais rien dit à personne? Je suis resté là, la fixant les cartes, fixant l'enveloppe. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler dans ma tête. Un vieil immigrant allemand vivant en Amérique après la Seconde Guerre mondiale, cachant quelque chose de précieux dans un meuble, ne le disant jamais à personne, mourant sans révéler le secret. Oh mon Dieu! Je suis resté là, tenant cette enveloppe, ces feuilles de papier qui avaient été cachées au fond d'un tiroir depuis Dieu sait combien de temps. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti autre chose que de la colère. J'ai ressenti de l'espoir. D'accord, dis-je. Appelons-le. Sarah sortit son téléphone. Il était tard, mais elle composa quand même le numéro. Marc décrocha au 3e coup. Elle le mit sur haut-parleur. La voix de Marc était grognonne. Sarah, il est 22h30. Tu vas bien? Oui, désolé, dit-elle. Mais nous avons besoin de ton aide. Nous avons trouvé quelque chose. Une vieille carte. Des cartes. En fait, nous pensons qu'elle pourrait être. Je ne sais pas importante. Il y eut une pause. Une carte. Des cartes au pluriel. 12 feuilles. Vieux texte latin imprimé à la main, nous pensons. Une autre pause, plus longue cette fois. Où les avez-vous trouvées? Cachées dans une table. Une vieille table des années 60. Marc resta silencieux un long moment. D'accord, dit-il lentement. Je veux dire, je peux jeter un coup d'œil. Mais Sarah, les gens trouvent tout le temps de vieilles cartes. 99% d'entre elles ne sont que des reproductions ou des impressions décoratives. Je ne veux pas que vous ayez trop d'espoir. Nous savons, dit-elle. Mais juste. Regarde-les, s'il te plaît. D'accord. Apporte-les demain. Mon bureau. Midi et Sarah. Oui. Fais attention avec elles. Si elles sont aussi vieilles que tu le penses. Elles sont fragiles. Ne les plie pas plus qu'elles ne le sont déjà. Ne les mouille pas, fais juste attention. Elle le remercia et raccrocha. Nous sommes restés là, dans le garage, fixant ces feuilles de papier étalées sous la lumière. Peut-être que ce n'était rien. Probablement que ce n'était rien. Mais peut-être, juste peut-être, c'était quelque chose. Et juste à ce moment-là, j'avais besoin de quelque chose à quoi me raccrocher. Le lendemain matin, Sarah et moi avons conduit jusqu'au collège communautaire où Marc enseignait. C'était un trajet de 40 minutes depuis notre appartement, et nous avons passé la majeure partie en silence. L'enveloppe était posée sur les genoux de Sarah, soigneusement enveloppée dans une thé d'oreiller. Nous avions passé la moitié de la nuit à regarder ces cartes, essayant de comprendre le texte latin, les étranges illustrations, les proportions bizarres des continents. Aucun de nous ne voulait le dire à voix haute. Mais nous pensions tous les deux la même chose. Et si cela valait réellement quelque chose? Le bureau de Marc était au 3e étage d'un bâtiment de sciences humaines. Petit, exigu, des livres partout, des piles de papier sur chaque surface, une fenêtre qui donnait sur le parking. Il nous attendait quand nous avons frappé. Il a ouvert la porte, café à la main, ressemblant exactement à ce qu'il était, un type qui avait passé toute sa vie d'adulte à se plonger dans de vieux documents et des archives poussiéreuses. Il a souri en nous voyant. Puis il a vu la thé d'oreiller dans les mains de Sarah, et son expression est devenue sérieuse. Entrez, fermez la porte. Nous nous sommes assis. Sarah a soigneusement déballé l'enveloppe et l'a posée sur son bureau. Marc ne l'a pas touchée tout de suite. Il l'a juste fixée. Puis il a ouvert un tiroir, a sorti une paire de gants de coton blanc et les a enfilés. C'est là que j'ai su que ce n'était pas qu'une simple formalité. Il a ouvert l'enveloppe, a sorti la première feuille, l'a dépliée lentement, comme s'il manipulait quelque chose qui pourrait se désintégrer s'il respirait mal, et puis il est resté immobile, complètement immobile. Son visage est devenu blanc. Pas pâle, blanc. Marc.
Il n'a pas répondu, il a juste continué à fixer la carte. Ses mains ont commencé à trembler. Réellement trembler. Sarah s'est penchée en avant. Marc, qu'est-ce que c'est? Il nous a regardés. Ses yeux étaient immenses derrière ses lunettes. Où avez-vous trouvé ça? Je lui ai dit, la table, le compartiment caché, la vente aux enchères des années 60, le vieil allemand. Marc hocha la tête lentement comme s'il traitait des informations qu'il ne pouvait pas tout à fait croire. Puis il se leva, se dirigea vers sa bibliothèque et en sortit un épais livre de référence, le feuilleta, trouva une page, nous la montra. Il y avait une image d'une carte, la même carte, ou du moins une qui semblait identique. C'est une carte de Walt Simley, dit-il. C'est la Universal Cosmographia imprimée en 1507 par un cartographe allemand nommé Martin Waldseemüller. D'accord, donc c'est une reproduction. Marc secoua la tête. Non, Alex, écoute-moi. C'est la première carte de l'histoire à utiliser le mot Amérique. Le premier document a nommé le Nouveau Monde d'après Amerigo Vespucci au lieu de l'appeler les Indes ou le Nouveau Monde. C'est littéralement l'acte de naissance de l'Amérique. Je l'ai fixé. Sarah me serrait la main si fort que ça faisait mal. Marc continuait de parler, sa voix devenant plus rapide, plus excitée. Pendant des siècles, tout le monde pensait qu'il n'en existait qu'un seul exemplaire. Les Allemands l'avaient. Ils l'ont vendu à la bibliothèque du Congrès en 2003 pour 10 millions de dollars. 10 millions. C'est l'une des cartes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Il regarda de nouveau la feuille sur son bureau. Mais ça, Alex, si c'est réel, si c'est un original, vous venez de trouver un deuxième exemplaire connu existant. La pièce semblait tanguer. Combien, réussis-je à demander. Marc retira ses lunettes, se frotta les yeux. Je ne sais pas. Plus de 10 millions, probablement. Peut-être beaucoup plus. Ce serait la découverte du siècle. Les musées tueraient pour ça. Les collectionneurs privés se ruineraient pour ça. La voix de Sarah était petite quand elle parla. Qu'est-ce qu'on fait? Marc remit ses lunettes. Nous regarda tous les deux. D'abord, on la vérifie. Je connais des gens, des experts en cartographie rare. On l'a fait authentifier officiellement. Ensuite, on parlera de ce qui suit. Mais Alex, Sarah, vous devez comprendre quelque chose. Quoi? Si cela s'ébruite, si Véronica le découvre, elle va vous poursuivre en justice, moralement, par tous les moyens possibles. Cette table était dans la maison. La maison qu'elle a héritée. Elle pourrait arguer que tout ce qui s'y trouvait, y compris ce qui y était caché, lui appartient. J'ai senti mon estomac se serrer, mais je l'ai pris. Elle m'a dit de le faire. Marc hocha la tête. Je sais, et cela pourrait vous protéger, mais elle essaiera. Elle engagera des avocats. Elle vous traînera à nouveau devant les tribunaux. Vous devez être préparé à cela. Sarah me regarda. Je la regardai. Alors on le fait discrètement, dis-je. On ne dit rien à personne. On l'authentifie. On le vend. Et on le fait de manière à ce qu'elle ne puisse pas nous remonter. Marc réfléchit un instant. Une fiducie aveugle. Vous créez une fiducie anonyme. Vous vendez par son intermédiaire. C'est une pratique courante pour les objets de grande valeur lorsque le vendeur souhaite préserver sa vie privée. C'est légal. C'est propre. Et ça ne mentionne pas votre nom. Au cours des 3 semaines suivantes, nous avons vécu dans une sorte de panique contrôlée. Marc nous a mis en contact avec une experte à New York, une femme nommée Dr Elizabeth Chin, spécialisée dans la cartographie de la Renaissance. Nous y avons conduit, les cartes enveloppées dans du papier d'archivage dans une mallette verrouillée. Nous n'avons dit à personne où nous allions. Le docteur Chin a examiné les cartes pendant 6 heures. Utilisant un équipement spécialisé, elle a testé le papier, l'encre, les impressions des plaques d'impression. Quand elle a eu fini, elle nous a regardés comme si nous venions d'entrer avec le Saint Graal. C'est authentique, dit-elle. Aucun doute. C'est un Waldseemüller de 1507, la technique d'impression, la composition du papier, les motifs d'oxydation. Tout correspond. Félicitations. Vous possédez un morceau d'histoire. Nous avons établi la fiducie aveugle par l'intermédiaire d'un avocat recommandé par Marc. Cela nous a coûté $5 000 que nous n'avions pas.
Mais nous l'avons mis sur une carte de crédit et avons espéré de tout notre cœur que cela fonctionnerait. La fiducie a été enregistrée au Delaware, complètement anonyme, juridiquement à l'épreuve des balles. Les cartes seraient vendues sous le nom de la fiducie, pas le mien. L'acheteur ne saurait jamais qui était le vendeur. Et surtout, Véronica ne le saurait jamais. Le docteur Chin nous a aidés à entrer en contact avec Sab pour la vente aux enchères. Ils étaient ravis. C'était le genre de choses qui faisaient des carrières. Ils ont estimé que les cartes se vendraient entre 12 et 15 millions de dollars. 12 et 15 millions de dollars. Je n'arrivais pas à y croire. La vente aux enchères a eu lieu à Londres. Nous n'y sommes pas allés. Nous ne pouvions pas nous permettre le billet d'avion. Et honnêtement, je ne pense pas que j'aurais pu supporter d'être là. Au lieu de cela, nous étions assis dans notre petit appartement, au téléphone avec notre avocat, écoutant les enchères. Elles ont commencé à 5 millions, sont passées à 7, puis 9, puis 11. Sarah pleurait. Je tremblais. Elle a finalement été vendue pour 13 200 000 dollars. 13 millions après les commissions, les frais et les taxes. Nous nous en sortirions avec environ 7,5 millions. 7,5 millions. Je suis resté assis sur notre canapé miteux dans notre appartement exigu où le chauffage fonctionnait à peine et je ne pouvais ni parler ni penser. Sarah m'a jeté ses bras autour du cou. Nous nous sommes juste serrés l'un l'autre et avons pleuré. Pour la première fois depuis la mort de papa, je pouvais respirer. Mais environ une semaine après la vente aux enchères, je parcourais Facebook, juste pour passer le temps. Et j'ai vu un post d'une vieille amie du lycée qui vivait toujours dans l'ancien quartier. C'était une capture d'écran d'une annonce immobilière. La maison de papa. Prix réduit. 900 000 dollars. Vendeur motivé. J'ai cliqué sur l'annonce. Lu la description. Elle était sur le marché depuis 3 mois. Aucune offre. Le marché dans cette région s'était refroidi et Véronica était désespérée. J'ai montré à Sarah. Elle a regardé l'écran, m'a regardé. Tu penses à la même chose que moi. J'ai hoché la tête. Nous avons appelé notre avocat. Lui avons dit que nous voulions faire une offre. 850 000 dollars en espèces, clôture en 48 heures, mais cela devait passer par la fiducie. Acheteur anonyme, pas de nom, juste de l'argent. Notre avocat a adoré. Il a dit que c'était une justice poétique. L'offre a été acceptée cet après-midi-là. L'agent immobilier de Véronica l'a appelé et, d'après ce que nous avons entendu plus tard, elle a sauté sur l'occasion. Elle n'a même pas essayé de négocier. Elle avait besoin de l'argent rapidement. Elle vivait au-dessus de ses moyens, dilapidait les économies de papa, et Richard l'aidait à les dépenser. Restaurant chic, voyage à Vegas, une BMW louée qu'elle ne pouvait pas se permettre. L'argent s'épuisait, et elle paniquait. Elle a accepté l'offre en moins d'une heure. La clôture était fixée au vendredi matin. Nous avons signé les papiers à distance. Véronica a signé les siens à l'agence immobilière, pensant probablement qu'elle venait de réaliser l'affaire de sa vie, vendant une maison qui avait besoin de travaux pour 850 000 dollars en espèces. Je voulais être là quand elle découvrirait qui était l'acheteur. Alors, vendredi après-midi, après que l'encre eut séché et que l'acte fut transféré, je me suis rendu à la maison. Sarah est venue avec moi, en soutien moral. Quand nous nous sommes arrêtés, il y avait un camion de déménagement dans l'allée. Véronica chargeait des cartons dans un SUV Mercedes. La voiture de Richard, je suppose. Elle portait des vêtements de sport et des lunettes de soleil, l'air de quelqu'un qui venait de gagner à la loterie. Puis elle m'a vu sortir de mon camion. Son visage est passé de suffisant, à confus, puis à agacé en environ 3 secondes. Elle s'est approchée, les mains sur les hanches. « Qu'est-ce que tu fais ici, Alex ? La maison est vendue. Les nouveaux propriétaires signent aujourd'hui. Tu dois partir. » J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti les clés. Son expression se figea. « Je sais que c'est vieux, dis-je calmement. C'est moi qui l'ai acheté. » Elle me fixa les clés. Puis de nouveau moi. « Quoi ? J'ai acheté la maison par l'intermédiaire d'une fiducie. Acheteur anonyme. C'était moi. » Sa bouche s'ouvrit. Se referma. S'ouvrit de nouveau. C'est impossible.
Tu es fauché. Tu es endetté jusqu'au cou. Où aurais-tu trouvé 850 000 $? J'ai souri, je n'ai pas répondu. Elle a commencé à paniquer. Je pouvais le voir dans ses yeux. Les rouages tournaient, les pièces s'assemblaient. Où as-tu trouvé l'argent, Alex? Tu l'as volé? Tu as cambriolé une banque? Tu as des problèmes? Parce que si c'est le cas, cette vente peut être annulée. Je peux appeler mon avocat tout de suite. Vas-y, appelle-le. Mais la vente est finale. L'acte est enregistré. Cette maison est à moi maintenant. Elle fit un pas en arrière, me regardant comme si j'avais une deuxième tête. Je ne comprends pas comment. Je la regardais. Vraiment? La regarder. Véronica, tu as passé toute ta vie à chercher le ticket d'or. Mais tu es trop cupide et trop stupide pour reconnaître un trésor quand tu le vois. La chose qui m'a rendu riche. Tu l'as jeté sous la pluie parce que tu pensais que c'était de la ferraille. Tu juges tout à sa couverture. Et moi, j'ai réellement lu le contenu. C'est pourquoi cette maison est à moi et tu es debout dans la rue. J'ai laissé ces mots planer dans l'air. Les laisser se demander. La laisser se déchirer, essayant de comprendre ce qu'elle avait exactement manqué. Ce qu'elle avait tenu dans ses mains et jeté. Son visage pâlit, puis rougit, puis pâlit de nouveau. Maintenant, prends tes affaires et va-t'en. Tu as 1 heure. Elle resta là, figée, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Puis elle se tourna et courut vers la Mercedes, attrapa son téléphone, commença à crier sur quelqu'un. Richard, probablement. Sarah et moi sommes entrés dans la maison. Notre maison, c'était comme entrer dans un univers différent. Au cours du mois suivant, nous avons remis l'endroit en état, peint les murs, remplacé les sols que Véronica avait abîmés, ramené les meubles qu'elle avait jetés ou ce que nous pouvions en récupérer. La table en chêne entièrement restaurée. Est revenue dans la salle à manger où elle appartenait. La vie est devenue calme. Normale. Nous avons remboursé nos dettes. Mis en place des fonds universitaires pour les enfants que nous n'avions pas encore. Investi le reste. Nous n'avons pas quitté nos emplois. Nous n'avons pas acheté de voiture de luxe. Nous avons juste vécu confortablement, en sécurité, libre. Puis, environ 6 semaines après notre emménagement, on a frappé à la porte. J'ai ouvert. Véronica, mais pas la Véronica que j'avais vue auparavant. Cette femme avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Pas de maquillage, cheveux tirés en arrière en queue de cheval grasse, vêtue d'un survêtement et d'une vieille veste. Elle avait l'air détruite. Alex, dit-elle, sa voix se brisant. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Je l'ai juste fixée. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, je pense. Pas les fausses des funérailles. Richard a tout pris. Il a dit qu'il investirait mon argent de la vente de la maison. Il a dit que ça irait en actions, des investissements sûrs. Mais il a menti. Il a tout pris et est parti avec une jeune stagiaire de 25 ans de son cabinet. Il a pris l'avion pour le Mexique. Je ne peux pas le trouver. L'argent est parti. Tout. Je n'ai plus rien. L'IRS me poursuit pour des arriérés d'impôts. Je dors dans ma voiture. Alex, s'il te plaît. J'aimais ton père. Tu dois me croire. Je l'aimais. J'ai entendu des pas derrière moi. Sarah s'est approchée, s'est tenue à côté de moi. Elle tenait la vieille tasse à café de papa, celle avec le logo délavé de son garage. Elle a pris une gorgée, a regardé Véronica de haut en bas lentement, comme si elle examinait quelque chose de pitoyable. Puis elle a parlé. Tu sais, Véronica, tu nous as dit une fois que tu étais une grande actrice, que tu pouvais pleurer sur commande. Pense juste à quelque chose de triste et boum, des larmes instantanées. Alors, voici mon conseil. Va dehors et fais un numéro. Joue le rôle de quelqu'un que les gens veulent vraiment aider, parce que le public ici, nous avons déjà vu cette performance et nous n'achetons pas de billets pour une suite. J'ai ajouté doucement mais fermement. Nous avons vu ce film. Il n'y a pas de deuxième projection. Au revoir, Véronica. Et j'ai fermé la porte. Nous sommes restés là dans le couloir, l'écoutant sangloter sur le porche. Puis nous avons entendu ses pas. Elle s'éloignait,
Une portière de voiture qui claquait, un moteur qui démarrait, puis le silence. Sarah m'a regardé. Tu vas bien? Oui. Oui, je vais bien. Quelques jours plus tard, je parcourais les actualités sur mon téléphone, juste une navigation sans but, et c'est là que je l'ai vu, un titre, avocat éminent arrêté à l'aéroport, accusé de détournement de fonds de clients. Le visage de Richard était juste là sur la photo, l'air choqué, menotté. J'ai lu l'article. Il était en fuite depuis des semaines. Finalement, il a été pris en essayant de s'envoler pour les îles Caïmans. Les accusations comprenaient la fraude, le détournement de fonds et une douzaine d'autres choses. J'ai reniflé, bloqué l'écran, pris une gorgée de café. Ça n'a pas d'importance. Ce n'était plus mon problème. De nos jours, je travaille le matin. Je rentre chez Sarah l'après-midi. Nous préparons le dîner ensemble dans la cuisine de papa. Nous nous asseyons à la table de grand-père. La maison revit, comme quand j'étais enfant. Et parfois le soir, je m'assois dans le vieux bureau de papa, la pièce où il faisait la paperasse, et j'écoute la radio. Les tables sont là maintenant, restaurées, polies, magnifiques. Je passe ma main sur le bois, je sens le grain sous mes doigts, et je pense à lui, à tout ce qu'il m'a appris. Au fait que même après son départ, même après que Véronica ait essayé de tout prendre, il a quand même trouvé un moyen de prendre soin de moi. Je ne le dis pas souvent à voix haute, mais cette nuit-là, assis là dans le silence, je l'ai fait. Merci, papa. Tu as quand même tenu tes promesses. Et je jure que juste une seconde, je pouvais le sentir là avec moi, souriant. Romeo se llama también Julieta. Uy. ¡Oh! ¿Cómo? ¡Oh! Pero versión colombiana. Marica, o sea, el Romeo, marica, no pudo con una Julieta y consiguió otra Julieta colombiana. Ah, marica, el Romeo, marica, mi prueba. Mi brother, marica, mi hermano, marica, Julieta. Bueno, Romeo, el mejor. Y Julieta es una La real, ¿eh? Así. Yo Julieta. te me conste que acá hemos hablado y hemos llegado a la decisión por mayoría de votos que esto acá la mayoría apoyamos al Team Romeo y el Team Roberto Gómez Bolaños. ¡Ya me acordé! Calco. No mames. ¿Calco? Sí. Calco. Mierda, ¿está algo por los pies? ¿Calco? No sé, yo nunca supe de Calco. Parce, lo que son las series de Minecraft, o sea, Pero yo hablé muy poco con Calco. Ah, Calco. Yo escuché Talco. Pues Calco. ¿Alco? ¿Era Calco? ¿Qué te dijo Calco? Para las patas. ¿Eso? No, ¿Qué mejor te dijo? échese de Que pies, Calco, que Calco estuvo con. de Que pies. Calco. Pero, ah, pero, ¿y que, qué que dijo? Julieta le tramó pies, a de Calco, pies. ¿no? Pues que se la hacía bonita, que si se la presentara y, Ay, y luego marica, estaba muy Au. nervioso. Marica, y- Oye, Julieta. pero Calco pues- fue de huevo el año pasado, ¿no? Sí. Fue del Pero él uno. sí supo de ella. Pero si en esa época Calco tenía como 35 y Julieta 16. ¿Cómo? ¿Cómo? Era el Sugar. Era ese Sugar que me que contaron No, que Julieta ese tenía no. Sugar. No, no. Ese no era, era otro que llegó después. Uy, mano, Uh. Julieta no puede ser tan así, Rolando. marica. Ay, no mames, Rolander tenía como 68. ¿Qué? A la mierda, Ya 68 estaba huevos, más para marica. allá que para acá. ¿Cómo? Yo se las pasaba que me molestaran con Karma o con Not Naranja, pero no mames, con Rolander. Pero te compró algo. What the ¿no? fuck, yo conozco a Carmen y no te naranja. ¿En serio? Sí, Pues así. ¿Conoces a Carmen y a Not Naranja? sí. ¿De dónde? ¿quién? Pues estaban en series con ellos. ¿Cómo Oye, cuál? ¿no que se llamaba Topolan? No, A ver, Pero dime sí una lo serie. conociste. sí. Dime una serie. Pues con Karma estuve con la reciente, creo que fue con Dragonia. Y con no naranja, no me acuerdo bien. Damn. A ver, déjame preguntarle a Karma. No, pero ella no me conoce, o sea, la Ah. conozco por nombre, pero pues, o sea, Pero nunca la Karma- voy a pelar. Karma- Víctor la Karma era muy conoce, serio, pero ella por no lo eso, conoce a ¿verdad? él. Ella no lo conoce a él. Pues No, es que, ni ¿sabe? yo a Fue- ella, o sea, literalmente, o sea, me suena de Ah, nombre no, porque tengo Karma- amigos, Karma o sea, es tengo hombre, amigos. Karma es hombre. Ah, Nuestro no, Karma estamos es mal. hombre. Estamos mal. Ah, no, estamos mal. Yo pensaba que era Karma de otra persona. No, Karma Hurts. Pero yo creo que maybe fue en el tiempo que doxearon a Julieta.
Se le doxió el Instagram. A la mierda, marica. A la... Ah, sí, porque Julieta es VTuber, por cierto. A la bestia. Julieta es ¿Ya eres VTuber. VTuber? ¿Siempre? Julieta. Julieta es siempre. VTuber, Julieta es VTuber. Julieta siempre. Julieta. ¿Nunca has visto la cara de No. Julieta? Sí. Sí, Que una tengas, vez. que tengas el TikTok de Julieta por ahí. No, Hola, Chos, Bianca. cuéntanos la historia de Romeo. Ándale, A ver, estabas muy insistente. entonces Romeo y Julieta se conocieron cuando estaban más chiquitos, ¿cierto? Ajá. Sí, sabes. Y pues la verdad, la real, yo que lo conozco así bien, Ajá. a Romeo le gustó Julieta cuando se Ajá. conocieron, cuando se Está empezaron a retragado. conocer. Una Sí. pregunta, una pregunta. ¿Qué? Romeo quiso ir a donde estaba Julieta alguna vez en su vida. Sí, pero es que tenía 15 Ah, y ahí Romeo está. Ve, 16. ¿Ve? Uy, marica, Julieta no puede ser tan así, marica. Julieta es literalmente, uy, mano. Uy, Sí, o eso sea- era lo que dije. No, pues, yo creo que ahí, pues sí, Romeo en algún momento. O sea, Yo dije, Y- deben haber limitantes, o sea. era obvio. Y Bueno, todavía mintió con la edad, ¿no? uy, uy. Continúa, Dijo que continúa. tenía 17. Prosigue. Y entonces, entonces. Romeo y Julieta pues empezaron a conocer, empezaron a salir de que tiki taka, ya ustedes Uy, saben. marica. Y Ajá. llegó Julieta y dijo, ve, yo no estoy segura, yo no sé, yo Uy,